Alors, j'appelle le orateur suivant, c'est le professeur Mathieu Pioche à Lyon, qui est donc d'ailleurs un des co-réalisateurs de l'étude randomisée sur les GPOM. Donc, Mathieu est un endoscopiste déjà de renom, qui est vraiment spécialisé dans la dissection sous-muqueuse des tumeurs endoluminales, et en plus de faire de l'endoscopie sous-muqueuse dans le cadre de différents protocoles. Donc, Mathieu, si tu veux bien nous présenter ton exposé. Hop là. Ah, donc, c'est vous qui avez enlevé ma vidéo, hein, c'est normal. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas assez de bande passante? D'accord, pas de problème. Ok, pas de problème. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Le thème était passionnant, mais très, très, très large. Donc, j'ai essayé d'illustrer plutôt une des parties de nos tumeurs endoluminales avec les néoplasies colorectales pour essayer de donner un certain nombre de concepts et d'illustrer les différentes techniques que nous avons de résection des tumeurs endoluminales. Donc, tout d'abord, la grande problématique qu'on a et qui va nous animer sur la totalité de cette discussion, c'est que malheureusement, on n'a pas l'histologie des lésions au moment de la résection endoscopique. Et du coup, on a toute une phase diagnostique indissociable de notre partie thérapeutique qui est de reconnaître la lésion, d'en prédire l'histologie et du coup d'adapter la technique de résection à la nature de la lésion, à son risque de dégénérescence et éventuellement, dans le cas le plus péjoratif, dire cette lésion n'est pas résécable endoscopiquement et on va plutôt l'adresser pour un bilan d'extension et discuter ensuite d'une chirurgie ultérieurement après un bilan complémentaire. Donc, ça, j'ai essayé de l'illustrer avec ce schéma, puisque en réalité, on a de nombreuses techniques de résection endoscopique avec pour objectif d'avoir un niveau de résection suffisant sur le plan carcinologique, même si on ne traite pas uniquement des cancers, mais aussi beaucoup de lésions prénéoplasiques. Donc, notre objectif va être d'avoir une résection suffisamment satisfaisante sur le plan carcinologique, avec le profil de morbimortalité le plus bas possible et du coup d'adapter notre panel de résection et notre panel de techniques à l'histologie de la lésion. Le premier de nos traitements, c'est quand même l'abstention cette abstention, elle s'applique pour certaines lésions, en particulier les polypes hyperplasiques du rectum qu'il nous faut reconnaître pour ne pas les enlever puisqu'ils ne dégénèrent jamais. Il y a eu une énorme étude américaine sur le coût des résections des hyperplasiques dans le système de soins américain et ça représentait presque $25 par coloscopie puisque une grande partie des hyperplasiques étaient réséquées, analysées par les anapathes. Donc, on avait le coût d'une anse, le coût d'une analyse histologique pour une lésion bénigne qui était reconnaissable endoscopiquement. Et depuis ce constat-là du coût de la résection inutile de certaines lésions, eh bien, on a plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre pour bien les reconnaître endoscopiquement et ne plus les réséquer. Donc, bien sûr, c'est une porte ouverte. Hein. On n'a quasiment pas de mortalité, mais par contre, on n'a aucune qualité de résection puisqu'on n'a pas enlevé. Ensuite, on va avoir des techniques qui nous permettent de réséquer les lésions complètement. Notre objectif, quand on enlève une lésion, c'est bien sûr d'enlever tout le tissu néoplasique, que ce soit un adénome, une lésion festonnée, une lésion dégénérée. Et après, on va pouvoir l'enlever en un seul morceau, en plusieurs morceaux, avec des marges de résection, sans marge de résection, et si on adresse à nos collègues chirurgiens, avec à la fois des marges sur la tumeur et sur les ganglions péritumoraux. Mais à chaque fois qu'on monte d'une étape et qu'on augmente la qualité de résection sur le plan tumoral et sur le plan des ganglions, on augmente aussi un peu de manière linéaire la morbimortalité. En réalité, il y a un gros gap entre les résections endoscopiques et la chirurgie, malgré tout, en morbimortalité, puisque nous, dans la technique qui est la plus risquée pour nous, on a 4% de perforation qui conduisent en réalité à 0,5% de chirurgie complémentaire, mais pour l'instant, jamais de décès dans les grandes séries publiées, y compris les séries japonaises sur plus de 1000 malades. Dans la chirurgie conventionnelle telle qu'elle est faite en colectomie, dans les séries du dépistage français qui ont été publiées par nos collègues de la région Ouest, puis reproduites par l'Est et récemment par les Hollandais,
la morbidité aux alentours de 20% et la mortalité dans toutes les séries qui ont été publiées dans le contexte du dépistage entre 0,4 et 0,7% malgré tout. Donc, tout ça pour dire que notre lien entre le diagnostic et le thérapeutique est extrêmement important, que devant un hyperplasique du rectum, il faut savoir le dire endoscopiquement et s'arrêter. Quand on a une lésion que l'on prédit bénigne, parfaitement bénigne, sans aucun cancer, eh bien, à ce moment-là, on peut se permettre d'utiliser une technique de résection qui enlève la lésion en plusieurs morceaux, puisque finalement, l'information anapathe sur une résection en plusieurs morceaux va être la même que sur une résection R0 et va être la même qu'une résection chirurgicale où on aura l'organe en entier, c'est-à-dire on a de l'adénome et vous avez guéri le malade en l'enlevant complètement. Par contre, on perd un peu d'informations dans la mesure où on ne va pas pouvoir dire que les marges sont bonnes et on ne va pas pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de petit foyer de cancer qui a été manqué. Vous pensez bien que quand on envoie 15-20 morceaux, on n'est déjà pas sûr d'avoir récupéré la totalité des morceaux qu'on a coupés. Et derrière, on n'est pas tout à fait sûr que les anatomopathologistes ont examiné la totalité des morceaux avec un gros niveau de confiance. Donc finalement, cette option de la résection piecemeal, qui est un standard en endoscopie depuis presque 20 ans maintenant, eh bien, c'est une très très bonne technique parce que la morbidité est très faible, avec moins de 1% de perforation. Mais par contre, on a un niveau d'information de l'anapathe qui est assez moyen. Malgré tout, ça s'applique complètement aux lésions parfaitement bénignes que sont les lésions festonnées sessiles et les adénomes simples sans foyer de cancer. Hop. Donc, je n'ai pas mis les vidéos prévues, mais on a maintenant plusieurs techniques qui arrivent et qui ont un peu changé la donne. Il s'agit de lances froides pour les toutes petites lésions de moins de 10 mm, parce que par rapport à la pince froide, il a été montré dans la littérature qu'on avait des marges de résection avec un outil relativement simple et qu'on était beaucoup plus complet en résection endoscopique avec cette anse froide qu'on ne l'était auparavant avec la pince. Donc, pour les petites lésions de moins de 10 mm, on a maintenant un outil dédié. Il y a une nouveauté qui anime beaucoup la communauté scientifique, qui est de réséquer non plus les lésions sous air en gonflant le côlon d'air, mais de le faire sous l'eau en profitant en fait de l'espèce d'effet de flottaison de l'eau sur les lésions. On se rend compte que quand on met une lésion sous l'eau, elle a tendance à se soulever spontanément parce qu'elle est peut-être un peu plus mobile et légère que le muscle la tenant. Et du coup, on se rend compte que finalement, réséquer les lésions sous l'eau sans injecter la sous-muqueuse, ben, c'est peut-être aussi efficace pour des lésions de taille moyenne que d'injecter par mucosectomie comme on le faisait par le passé. Donc, depuis l'année dernière, on est un peu en train de revoir nos techniques de résection et d'augmenter la part des résections sous-marines. Et enfin, la résection piecemeal, qui est un grand standard pour les lésions de plus de 20 mm, qui consiste à injecter la sous-muqueuse avec une solution que l'on teinte de bleu et qui va ensuite permettre de réséquer en plusieurs morceaux jointifs la totalité de la lésion, mais avec une perte d'information assez majeure. Maintenant, quand on prédit un risque pour la lésion de contenir de l'adénocarcinome, eh bien là, par contre, on va avoir besoin d'un niveau d'information beaucoup plus élevé parce que, d'une part, on va avoir besoin que le cancer soit examiné complètement pour être certain de l'avoir enlevé complètement, d'une part, et d'autre part, on va avoir besoin pour nos anapathes, ou en tout cas, on a besoin de la réponse de nos anapathes sur plusieurs critères qui vont nous permettre d'affirmer la guérison du patient après la résection. On va avoir besoin de la profondeur d'invasion en cas de cancer sous-muqueux, puisque pour l'instant, on ne peut considérer comme une résection curative que les adénocarcinomes qui envahissent la sous-muqueuse sur moins de 1000 microns, quand ils n'ont aucun embole vasculo-lymphatique, qu'il n'y a pas de budding péritumoral, qu'il n'y a pas de composants indifférenciés. Avec la totalité de ces critères et si nous avons des résections avec des marges de sécurité R0, eh bien, l'information anapathe est suffisante pour prédire un risque d'évolution métastatique ganglionnaire extrêmement faible et du coup pour proposer plutôt une surveillance qu'une colectomie complémentaire. Et dans ce cas-là, il nous faut absolument une technique de résection qui offre la possibilité d'avoir des marges de résection à la fois latérales et profondes pour que l'analyse anapathe soit de bonne qualité.
Cette technique, elle s'appelle donc la dissection sous-muqueuse. C'est une technique qui a été inventée au Japon en 2001, hein, qui a mis beaucoup de temps à arriver, notamment parce qu'elle était très, très complexe techniquement et que la courbe d'apprentissage était de l'ordre de 10 ans. Après, on a beaucoup travaillé, nous, en Europe, sur la simplification, à la fois sur le matériel et sur les stratégies, avec la mise en place et l'invention de techniques de traction qui permettent d'avoir une main gauche qui décolle la muqueuse et la lésion. Hein, je vous ai mis un schéma ici, qui décolle la muqueuse et la lésion pour faciliter l'exposition de la sous-muqueuse et ainsi la réséquer avec un petit bistouri électrique dont la pointe fait 1,5 mm. On a publié la semaine dernière notre série française Lyon-Limoges-Rennes avec 600 dissections dans le côlon. Hein. Le côlon est un peu plus difficile que le rectum, donc c'est un défi un peu plus important. Donc là, c'est 600 dissections coliques où on a 4% de perforation, mais qui conduisent à une chirurgie seulement dans 0,5% des cas, avec un taux de R0 qui est d'environ 90% et des taux d'hémorragie retardée qui sont de l'ordre de 1% plus bas que la mucosectomie piecemeal. Donc, on ne peut pas dire qu'on est aussi R0 qu'une chirurgie équivalente, hein, ce serait faux, puisque malgré tout, le taux de R0 sur la lésion pour la chirurgie colique, il n'est pas tout à fait de 100%, parce qu'on a quelques expériences douloureuses de colectomie qui passent dans la lésion du fait des problèmes de repérage, mais globalement, c'est très proche de 100% pour la lésion. Donc, c'est sûr que on ne fait pas aussi bien en R0, mais quand même, dans 90% des cas, on offre une résection R0 avec l'information suffisante qui va permettre, dans une grande majorité de cas, d'avoir une résection curative pour le patient, sans risque de récidive locale et un risque de métastase ganglionnaire qui est nul pour les ADK intramuqueux et très faible, moins de 1% pour les ADK sous-muqueux avec les bons critères pronostiques, et qui va avoir quand même une morbimortalité plus faible et des conséquences en termes de qualité de vie également beaucoup plus faibles, avec un retour à la vie normale, au sport et aux activités physiques classiques beaucoup plus rapide malgré tout qu'après une colectomie stélio, bien que ce soit déjà beaucoup mieux toléré que précédemment sur les laparotomies. Voici ce qui a fait l'objet d'un point récent dans les recommandations européennes, c'est qu'il y a encore dans les séries de dépistage français presque 25% des pièces de colectomie qui ont des lésions bénignes. Ça témoigne d'un adressage très fréquent des grosses lésions vers les chirurgiens directement, même lorsqu'elles seraient éventuellement guérissables par voie endoscopique avec des techniques de résection avancées. Et du coup, dans les dernières recommandations européennes, il a été redemandé et reprécisé que les résections chirurgicales doivent être réservées en première intention à des lésions évidemment invasives profondes et non pas simplement à des grosses lésions qui n'ont pas de critères d'adénocarcinome invasif, avec pour but qu'il y ait une réévaluation par un endoscopiste expert des larges lésions lorsqu'il n'y a pas de critères évidents de tumeur invasive profonde. Voilà, pour ce qui est maintenant des lésions néoplasiques, plus que SM1, DT2, DT3, et bien là, bien sûr, il va falloir être sur la prédiction endoscopique capable de dire ce n'est pas une lésion résécable endoscopiquement, et donc il n'y a aucun intérêt, et même il y a un risque à tenter une résection endoscopique, alors même que la lésion ne sera pas guérie par une résection endoscopique. Donc, on a un rôle également d'aiguillage vers le bilan d'extension et vers ensuite la colectomie avec curage, devant des critères endoscopiques qui restent les meilleurs critères pour prédire l'histologie. Donc tout ça pour dire que la prise en charge idéale, elle est basée sur l'histologie de la lésion. Les hyperplasiques simples ne doivent pas être réséquées, les lésions festonnées sessiles et les adénomes doivent être réséqués endoscopiquement complètement, mais pas forcément avec des marges R0. Les adénocarcinomes superficiels peuvent être réséqués endoscopiquement avec des techniques avancées permettant un R0. Et les ADK à risque régionaux doivent être référés aux chirurgiens, les métastatiques plutôt aux oncologues pour des prises en charge combinées. Mais la grande problématique de tout ça, c'est qu'on n'a pas la NAPAT au moment où on est devant la lésion et que du coup, on a un rôle majeur de prédiction de l'histologie et donc le diagnostic est indissociable du choix thérapeutique.
La problématique, c'est que la taille ne prédit absolument pas l'histologie. Je vous ai mis 2 exemples, certes assez flagrants, hein, mais cette lésion qui faisait 24 cm dans le sigmoïde, qui était que de la dysplasie de bas grade, réséquée par dissection, et cette lésion-là, qui était un double cancer, T2 ici et SM1 ici, de 3 mm et de 9 mm exactement sur la mesure anapate. Donc, ce n'est pas la taille, et toutes les grosses lésions ne doivent pas être envoyées en chirurgie, et au contraire, toutes les petites ne doivent pas faire l'objet d'une résection endoscopique. L'exemple ici, c'était une lésion rectale où on était poussé à une tentative de résection endoscopique pour espérer avoir une résection SM profonde et discuter ensuite plutôt un traitement adjuvant plutôt qu'une chirurgie chez un malade très fragile. La biopsie ne prédit pas l'histologie, très mal, hein. Quand on prend une pièce anapate qui répond à adénocarcinome intramuqueux ou sous-muqueux superficiel, la biopsie ne répond à adénocarcinome que dans 20% des cas, tout simplement parce qu'il y a un échantillonnage énorme de la biopsie par rapport à la surface de la lésion. Et quand on prend un adénocarcinome profondément invasif dans la sous-muqueuse ou dans le muscle, la biopsie non dirigée faite à l'aveugle donne 43% de réponse à adénocarcinome. Et quand elle est dirigée dans la zone la plus suspecte endoscopiquement, on a le mot adénocarcinome que dans 86% des cas. Donc, la biopsie est un mauvais examen pour prédire le cancer et encore plus pour prédire le degré d'invasion d'un cancer, puisque jamais les anapathes n'arrivent sur une biopsie à nous dire si c'est un ADK intramuqueux, sous-muqueux ou T2. L'écho-endo et l'IRM ont les mêmes limites. Ce sont des très bons examens pour le T2, le T3 et le statut ganglionnaire. Mais par contre, on a tous vécu des expériences, en particulier dans le rectum, assez surprenantes avec des surcotations énormes pour les tumeurs T1, en particulier les tumeurs vileuses. Donc, finalement, ces 2 examens ont un intérêt majeur quand on pense que la lésion est une invasive profonde. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ces examens-là qui vont dire précancéreux, intramuqueux ou sous-muqueux superficiel de moins d'1 mm, mis à part peut-être dans des mains super expertes, mais c'est difficile à reproduire dans la vraie vie de tous les jours. Donc, du coup, finalement, le meilleur moyen de prédiction de l'histologie, c'est l'endoscopie avancée avec les colorations, les zooms, qui nous permettent, par exemple, ici, de repérer une zone délimitée d'adénocarcinome profondément invasive au milieu d'un adénocarcinome superficiel avec une déstructuration totale du relief vasculaire et du relief muqueux qui témoigne en fait d'une invasion le plus souvent profonde dans la sous-muqueuse qui a complètement détruit l'architecture muqueuse et vasculaire initiale du côlon. Donc, il y a énormément de critères endoscopiques qui ont été décrits pour prédire l'histologie, avec pas moins de 6 classifications publiées. Et avec la commission recherche de la Société française d'endoscopie, on a publié une classification qui vise à regrouper l'ensemble de ces critères et à proposer une attitude thérapeutique. Elle a fait l'objet de plusieurs études de validation qui sont en cours de publication actuellement. Et pour l'instant, on a seulement montré que l'utilisation de cet outil faisait gagner presque 30% de bonnes prédictions histologiques pour les gastro-entérologues français sur une étude qui avait concerné toutes les régions. En conclusion, la résection des tumeurs endoluminales est une discipline indissociable du diagnostic avancé, puisque la prédiction se fait quasiment en temps réel avant de choisir la meilleure technique. Il faut adapter le niveau de résection à la question posée et au degré de malignité de la lésion. Et dans les cas vraiment limites où on a un doute, eh bien, on propose des dissections diagnostiques pour avoir une anapate et juger si la résection endoscopique est suffisante ou une chirurgie complémentaire est nécessaire. Il a été bien démontré que la dissection ne gênait pas la chirurgie ultérieure, sous réserve qu'il n'y ait pas de perforation, bien sûr. Il y a une révolution récente des techniques de résection avec l'anse froide qui s'est imposée, la mucosectomie sous-marine et peut-être sous gel qui est en train d'arriver, et la dissection avec traction qui simplifie considérablement le geste et qui participe à sa diffusion dans tout le monde occidental alors que c'était une résection très japonaise jusqu'à maintenant. Et le futur, quand même, les Japonais sont en train de travailler dessus dans l'estomac, c'est peut-être d'arriver à des résections endoscopiques de la tumeur elle-même avec la détection du ganglion sentinelle en célioscopie parallèlement pour prélever le ganglion sentinelle et discuter
ensuite de la nécessité ou non d'avoir une colectomie complémentaire si jamais le ganglion n'est pas envahi. Au niveau des cancers de l'estomac, ils en sont là au Japon avec des résections hybrides mixtes, endoscopie chirurgien sur la tumeur elle-même et la recherche du ganglion sentinelle en parallèle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mathieu. Un exposé très clair et très complet. Je pense que tous nos amis chirurgiens ont pu voir ce qu'on pouvait faire en endoscopie. Et je pense qu'ils aussi ils ont pu voir, encore une fois, que c'était complémentaire l'endoscopie de la chirurgie et non pas antagoniste. Et que autant l'endoscopie se justifie pour des tumeurs superficielles T1 avec les restrictions que tu as données N0, mais qu'après tout le reste, c'est pour la chirurgie. Donc, encore une fois, ce qui est très important, peut-être plus important dans ton domaine que dans ceux qui ont été précédemment développés, c'est l'importance d'une évaluation diagnostique de grande qualité. On a vu que même maintenant, elle était de tellement bonne qualité que les biopsies étaient inutiles. Et ça, il faut vraiment beaucoup de temps pour acquérir ce niveau de formation en diagnostic avant d'attaquer l'interventionnel. Justement, j'avais une question à ce propos, François Richard. Est-ce que vous avez sûrement mis en route des programmes d'intelligence artificielle pour, à partir des images que vous avez en endoscopie, pour pouvoir répondre aux 2 dernières diapositives que Mathieu Pioche a montrées, parce que c'est vrai que ceux qui auraient une expérience d'endoscopie plus faible peuvent éventuellement passer à côté de petites… quand il y a autant de critères possibles de jugement, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits? Il me semble qu'à l'Académie de chirurgie, même, je sais peut-être même d'ailleurs vous qui aviez montré ça il y a 3 ou 4 ans, où on voyait avec les systèmes de vascularisation des systèmes automatiques de proposition de diagnostic. Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, sur la détection des lésions et le fait de ne plus manquer des lésions. Là, l'intelligence artificielle est déjà présente dans nos blocs et dans les photos que je vous ai montrées, je ne sais pas si vous avez vu, mais certaines avaient un carré vert autour de la lésion. C'est que l'IA avait détecté la lésion en même temps que nous. Mais pour l'instant, c'est des solutions qui sont vraiment limitées à la détection des lésions. Pour la caractérisation, en gros, pour l'instant, ils ne sont capables que de séparer l'hyperplasique de toutes les autres catégories. Par contre, la prédiction du degré d'invasion du cancer, c'est extrêmement compliqué pour les ordinateurs et ça repose sur un élément majeur qui est lié à l'endoscopiste, c'est qu'on ait ciblé la zone la plus méchante. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, de toute façon, il y a un énorme travail de formation de l'œil pour cibler la zone la plus méchante et être capable de produire des très belles images de cette zone la plus méchante pour que l'IA puisse nous aider à l'interpréter. Je pense que pour l'instant, la grande limite, c'est ça, c'est qu'on a des vidéos des fois qu'on donne à l'IA qui ne montrent pas l'information de la malignité. Et du coup, la machine se perd sur des détails un peu débiles, de couleurs, de choses comme ça, et n'arrive pas à une solution satisfaisante. Et une question complémentaire. Et une question complémentaire, c'était, parce que nous, en urologie, toutes les résections, on les fait sous courant d'eau, que ce soit dans la vessie ou dans l'urtère ou dans le bassinet, etc. Mais nous, on a l'avantage d'être dans un système clos. Vous, comment vous faites pour éviter que, pour avoir une certaine… Vous mettez un ballonnet au-dessus pour que ça ne remonte pas plus haut, enfin… On tourne le malade, donc c'est pour l'instant un peu artisanal quand même. Ouais. Et pour la dissection, on n'est pas très bien dans l'eau, nous, parce que dès que ça se met à saigner, ça se mélange à l'eau et ça gêne considérablement la vision. C'est pour ça qu'on voit pas mal de papiers sortir là, ces derniers mois sur les gels, parce que ça offre le potentiel d'une vision sous-marine avec l'espèce de soulèvement de la lésion qui se met à flotter, tout en ayant quelque chose de gélatineux qui fait que le vaisseau, le saignement fait un petit flux et qu'on arrive à le repérer pour le coaguler. Il ne se mélange pas au liquide. Je voulais vous poser une question sur le ganglion sentinelle dans les cancers de l'estomac par les Japonais. Nous avons une réunion prévue avec l'Académie de médecine à l'automne sur ce sujet. Et nous n'avons pas du tout envisagé le tube digestif, notamment l'estomac, comme pouvant faire l'objet d'une démarche de ganglion sentinelle. Savez-vous comment il le repère, compte tenu de l'importance et de la richesse de l'anatomie lymphatique de l'estomac?
Je connais pas assez bien le sujet. En fait, là où j'ai fait ma mobilité à Tokyo, ils travaillaient d'abord sur le développement des résections transmurales sans mise en communication de la cavité péritonéale avec la lumière gastrique pour qu'il n'y ait pas de seeding tumoral dans le péritoine. Donc, sur ce côté-là, j'ai beaucoup participé et nous, on a introduit la technique NEWS, la fameuse technique qui permet de faire de la résection transmurale sans jamais de communication entre le péritoine et la lumière gastrique. On a fait ça récemment avec Gilles Poncé, qui est mon correspondant chirurgical. Donc, sur ce côté-là, je connais bien. Sur la détection, j'ai lu les derniers papiers pour voir qu'ils en étaient à enlever des petits T2 et à chercher le ganglion sentinelle. Mais je ne connais ni le produit utilisé, ni s'ils utilisent des sondes célioscopiques pour le rechercher. Je ne connais pas très bien. Après, ce n'est pas dur. Si vous voulez chercher, c'est Osamu Goto, GOTO, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là et qui est de la Keio University à Tokyo, là où j'étais. Merci beaucoup. Jean-Luc. Oui, le topo était très riche, très dense, et peut-être je suis passé à côté de choses. C'est pour les tumeurs au niveau du rectum qui m'intéresse, puisque là, effectivement, c'est là où peut se poser la question. C'est quoi la séparation entre ce qui est accessible, ce qui vous est accessible, encore que j'ai compris que le champ était très vaste, et ce qui ne peut être accessible que par les chirurgiens par voie basse, par TEM? Parce que je vois bien dans les RCP, il y a de temps en temps des discussions. Et est-ce qu'il y a les critères là sont bien établis pour dire ça c'est accessible à vous endoscopistes ou ça non, c'est trop haut, trop bas, trop invasif, je ne sais pas. Les critères pour dire non, ça c'est pour les chirurgiens voix basse. On n'a pas de limite de position. C'est-à-dire que ce soit la marge anale ou la totalité du côlon, on n'a pas de limite à la dissection sous-muqueuse, si ce n'est une limite d'expérience, parce qu'effectivement, c'est une technique qui a une courbe d'apprentissage qui est très longue, en particulier dans le côlon, donc il faut beaucoup de temps pour être bien dans le côlon. Notre limite, en fait, c'est le risque ganglionnaire. C'est la métastase ganglionnaire où là, bien sûr, on peut rien faire. Donc, finalement, ça va être les critères anapathes qui font que le malade est à risque de métaganglionnaire et qui, du coup, doit faire l'objet d'un traitement non pas local de la tumeur, mais d'un traitement régional. Mais ce risque ganglionnaire apparaissant à partir d'une invasion sous-muqueuse de 1000 microns, même si c'est discuté récemment, de l'embole, du budding ou du caractère indifférencié, qu'on ait une résection transmurale par thème ou une résection par dissection que de la muqueuse et de la sous-muqueuse, on se retrouve avec les mêmes critères, c'est-à-dire que la résection locale n'est pas suffisante et le risque de métaganglionnaire fait qu'il faut envisager un traitement complémentaire sur les ganglions. Donc, à mon avis, c'est sur le bénéfice, je ne vois pas de bénéfice de la thème par rapport à la dissection sur le point carcinologique. Quand il y a un risque ganglionnaire, il faut de toute façon faire quelque chose pour le risque régional. Et que ce soit en dissection ou en thème, on ne gère pas ce risque régional. Et si moi, je vous réponds que je ne vois pas d'avantage de la dissection sous-muqueuse à la thème, qu'est-ce que vous me dites? Je vous dis qu'avec un zoom, le NBI et tout, on voit beaucoup mieux les marges lésionnelles et qu'on prédit beaucoup mieux l'histologie, ce qui a déjà été démontré plusieurs fois. Donc, voilà. Sur les marges de résection, le caractère R0, etc., on est plus précis avec des zooms et des endoscopes avancés, comme par exemple récemment, on a montré qu'on était aussi plus précis avec ces mêmes outils que les ORL pour détecter les petits cancers ORL intramuqueux, parce que finalement, c'est des outils qui sont beaucoup plus fins, avec un niveau d'information beaucoup plus élevé que ce qu'on a au bout d'un endoscope rigide pour le moment, par exemple. Francis Michaud, si je peux intervenir. Concernant l'utilisation des petites tumeurs, comment vous faites en pratique avec vos chirurgiens pour repérer? Les chirurgiens ont parfois des grosses difficultés pour repérer des petites tumeurs en péropératoire. Qu'est-ce que vous faites avec eux en préopératoire pour être sûr de bien repérer le polype ou la petite tumeur? Alors ça, c'est une vraie problématique, je trouve. L'idéal, ce serait quand même le repérage pérop, même s'ils n'aiment pas qu'on leur mette de l'air, etc. Pour les petites, hein, je parle. Après, ce qu'on a tendance à faire quand même, nous, c'est il y a soit le tatouage, mais vous savez que ça diffuse beaucoup, que ça vous gêne aussi, parce que ça tatoue, des fois, il y en a plein, le mésentère derrière. Enfin, les chires ne sont pas non plus très contents. Ça peut faire des accolements parce que ça crée une réaction inflammatoire majeure. Nous, on a tendance quand même à mettre des clips de chaque côté et faire un scan de suite après pour avoir un repérage un peu plus
un peu meilleur, quoi. Et on fait dans ce cas le scan dans l'après-midi pour avoir une information avant que les clips ne tombent. Merci. Je crois que c'est la bonne solution et le tatouage est extrêmement risqué à cause de la diffusion. En tout cas, si on doit tatouer, j'explique à tout le monde qu'il faut faire une injection de sérum physiologique sous-muqueux et qu'après, il faut rajouter dedans un peu d'encre de Chine. Mais le mieux et le moins risqué pour la prise en charge chirurgicale ultérieure, c'est la pose de clip et le scanner dans la foulée. Oui, Vous avez donné très en avance et que maintenant la lourde tâche vous revient de soit pour vous, soit pour aller vite, soit pour conclure. Je vais essayer d'aller très vite et de simplifier de vous simplifier les choses.